Chers collègues, je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette invitation à participer à cet événement qui est hautement intéressant et hautement important pour les relations entre la France et le Vietnam. Je voudrais vous féliciter bien évidemment pour la haute tenue de ce colloque et exprimer également les regrets de ne pas être présent avec vous parce que bien évidemment un colloque c'est tout à la fois la dimension scientifique, académique, mais c'est aussi les couloirs, les rencontres, le réseautage, etc. Et bien évidemment, à cette occasion, à cette double occasion, les liens se nouent. Je souhaite également intervenir à titre préliminaire pour vous dire que j'interviens aujourd'hui avec une double casquette. Tout d'abord, et bien évidemment, en tant que professeur de droit international à Sciences Po, et ayant depuis toujours creusé le sillon du droit international dans les différentes disciplines. Mais également en tant que directeur régional, depuis quelques 10 mois, directeur régional pour l'Asie et le Pacifique de l'Agence universitaire de la francophonie, et donc en responsabilité du fonctionnement de nos activités francophones universitaires ici à Hanoï. Alors les 50 ans. Nous fêtons les 50 ans des relations bilatérales franco-vietnamiennes et effectivement il y a lieu à cette occasion de revenir, d'interroger et ces 50 années. Pour ma part, je prendrai premièrement la lentille du droit international, d'une part, et d'autre part, je m'attacherai à ce qui s'est passé il y a 30 ans à l'occasion de la visite du président François Mitterrand à Hanoï au début du mois de février 1993. Il est certain que ce voyage présidentiel, couplé d'un déplacement du président Mitterrand au Cambodge, a été une étape très significative dans le développement, dans l'affermissement, dans la confiance entre nos deux pays, sachant que, bien évidemment, l'histoire de ces deux pays ne plaidait pas forcément en faveur, toujours et à tous égards, pour une confiance. Mais, à ce moment-là, le président François Mitterrand serre la main du général Giap, et c'est un grand moment. Il le fait, le président Mitterrand, il le fait à titre institutionnel, il le fait devant la presse, et c'est bien rendu public. Alors, que peut-on dire sur le plan juridique ? Eh bien, j'ai envie d'avoir deux entrées. La première entrée concerne les relations de coopération juridique bilatérale, ou plutôt, pour dire les choses plus exactement, les trois traités qui m'ont paru être extrêmement intéressants à restituer aujourd'hui, les trois traités bilatéraux que la France passe avec le Vietnam pour mettre en évidence cette volonté de coopération. Et puis, j'aborderai l'autre accord, on ne peut pas l'appeler un traité, ou peut-être, ça serait à discuter, que le Vietnam va passer avec l'AUF de l'époque, l'OPEL-FUREF. Trois traités, donc, bilatéraux, des traités en forme simplifiée. Il y a deux grandes catégories de traités, les traités en forme solennelle, les traités en forme simplifiée. Les premiers, et ce n'est pas le cas pour les traités dont je vais vous parler, les premiers nécessitent une ratification, c'est-à-dire le passage obligé devant le Parlement avant que le président de la République, chef de l'État, puisse donner le blanc-seing de la ratification elle-même et faire entrer le traité dans l'ordre juridique, lui permettre de produire des effets juridiques. Les trois traités bilatéraux dont je vais parler sont en forme simplifiée, c'est-à-dire que la signature elle-même permet cet accord d'entrer en vigueur. Premier traité bilatéral, le 10 février 1993, signé à rang ministériel, signé par le ministre de la Santé de l'époque, le traité sur la santé et la médecine, le domaine de la coopération en matière de santé et de médecine. Et il y a dans notre vocabulaire de coopération cette fameuse expression de programme de stage
de faisant fonction d'interne, les fameux FFI, faisant fonction interne dans les hôpitaux français. De quoi il s'agit? Il s'agit de mettre en place la possibilité pour les médecins vietnamiens de venir en France et de parfaire, pendant une durée de stage longue et crédible, efficace, de parfaire leur formation et donc, ce faisant, de revenir tout à la fois avec plus de compétences médicales, plus de compétences en langue française et ainsi relever le niveau médical du pays. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ce premier traité de coopération en matière de santé et de médecine identifie extrêmement clairement les étapes qu'il faut suivre. Première étape, la sélection des futurs stagiaires faisant fonction d'interne. Voilà, la sélection, et sont identifiées les spécialités dans lesquelles le Vietnam souhaite développer ses stagiaires faisant fonction d'interne, comme la pédiatrie, la gynécologie obstétrique, la santé publique, la pharmacie. Bref, il y a 5 ou 6 spécialités médicales, la cardiologie, la chirurgie. Il y a 5 ou 6 spécialités qui sont mentionnées, et on peut considérer alors qu'à l'époque, c'est vraiment la demande expresse et explicite, pressante du gouvernement vietnamien. Il y a une deuxième étape dans le traité, qui est l'accueil en France de ces futurs stagiaires, et puis il y a la possibilité qui leur est donnée de suivre après un enseignement médical post-universitaire. Bien, alors il y a aussi des clauses sur la santé publique, et notamment sur la question du paludisme et sur la réhabilitation des hôpitaux. Alors, voilà ce qui est imaginé en 1993. Bien. Et ce qui est assez intéressant pour ce traité-là spécifiquement, c'est qu'il mettra plus de 2 ans à être, rendu public et à pouvoir produire des effets. En clair, pour le dire autrement, il est adopté sous la présidence de François Mitterrand en 1993, mais le traité sera rendu public et publié au journal officiel de la République française en 1995 par un autre président, le président Jacques Chirac. Et on peut considérer que ce long laps de temps de à peu près de 2 ans et demi, bien tassé, signifie qu'il n'a pas été si facile que cela de faire en sorte que ce premier traité bilatéral puisse produire effectivement ses effets. J'en viens à ma casquette de directeur. Eh bien, ce que je voulais dire, c'est que je reçois régulièrement des collègues qui sont intéressés par le développement de la coopération médicale, et pas plus tard qu'il y a une semaine, des collègues de Brest venaient et nous avons longuement discuté de leur expérience de coopération médicale avec l'université d'Haiphong, et ils ont insisté sur ce que je disais il y a un instant, la sélection comme étant la clé d'une bonne coopération et de stages efficaces pour les fameux stagiaires. Deuxième traité bilatéral, le traité concernant l'école française d'Extrême-Orient, qui avait été, elle plutôt, mise dehors, si j'ose dire, mais je ne connais pas l'histoire exacte de l'école, et je raconte un peu ce que l'on m'a dit ici. C'est un accord très important. Il est également signé par la ministre de la Culture de l'époque, Madame Tasca, et le 10 février 1993, et il se donne comme tâche principale, premièrement, l'échange scientifique sur les études vietnamiennes et extrême-orientales, et d'autre part, le développement des relations culturelles entre nos 2 pays. Mais fondamentalement, cet accord sur l'EFEO a pour objet de permettre l'installation d'une école avec des personnels
et avec des facilités, voire des privilèges. Ce n'est pas tellement le contenu de l'activité qui est en cause, mais c'est plutôt l'assise. Et on est en présence plutôt d'un accord de siège permettant à l'école de pouvoir avoir, au-delà de ses activités scientifiques, une visibilité au niveau de son installation organique au Vietnam. Je termine avec le troisième traité bilatéral également signé le 10 février 1993 par le ministre de la Justice de l'époque sur l'installation d'une mission du droit. Et là, donc, le professeur de droit que je suis est bien évidemment satisfait parce que finalement, nous avons, dans cette coopération qui est relancée à l'occasion du voyage de François Mitterrand, 3 grands domaines. Dans la coopération franco-vietnamienne, la médecine, les études vietnamiennes. J'ai oublié de dire que nous avons actuellement un ETI, un expert technique international réputé, accueilli par le Vietnam, Philippe Papin, dans le cadre précisément des activités de l'EFEO. Il est spécialisé sur l'épigraphie des stèles du nord Vietnam, et il nous a présenté ici, pour le personnel de l'AUF, il y a quelques jours, ce travail absolument extraordinaire d'épigraphie qui conduit à déchiffrer les stèles et à avoir un travail de mémoire sociale pour voir comment les gens vivaient, ce qu'ils écrivaient sur leurs stèles, la signification, leurs préoccupations. C'est un travail d'histoire sociale tout à fait passionnant qui est mené par l'ETI dans le cadre donc, des activités de l'école. Le troisième accord, donc, sur la maison du droit, et c'est donc le troisième objet, porte sur le développement de la coopération juridique internationale et, entre autres prestations, c'est le terme que l'on utilise dans ce traité, il y a l'enseignement du français juridique, tout à la fois sur une période longue ou dans le cadre d'écoles d'été. Il y a la préparation des futurs juristes vietnamiens à un déplacement en France pour suivre des études de droit, soit en France, soit à l'international. Il y a aussi l'appui à des conférences, l'appui à des recherches et à des publications. Il y a également dans ce traité mention d'un comité d'orientation paritaire franco-vietnamien sur le cadre et les conditions d'activité. Et il m'a été intéressant de voir que le ou la conseiller de coopération et d'action culturelle est membre de ce comité d'orientation, et je pense bien évidemment aux activités que nous menons avec l'ambassade de France et en particulier avec l'actuelle COPEC. Cette maison du droit, elle a certainement une actualité dans le sens où nous avons là, je crois, une étape dans la coopération universitaire juridique, et il serait tout à fait approprié, peut-être de façon renouvelée, certainement avec l'Organisation internationale de la francophonie, de reprendre la coopération juridique internationale, la formation juridique internationale dans l'espace francophone. Je veux dire par là qu'il serait intéressant d'aller plus loin, de sortir d'un cadre stricto sensu bilatéral franco-français et d'étudier le droit dans l'espace francophone et ainsi permettre la formation des jeunes juristes francophones dans tout l'espace francophone. Je termine cette intervention avec une suggestion, une hypothèse de travail. Vous avez compris que ces 3 traités bilatéraux ont été signés le même jour par des ministres différents dans le cadre de cette visite ministérielle qui était importante. C'était la première depuis justement l'établissement des relations, le rétablissement, si j'ose dire, des relations diplomatiques franco-vietnamiennes. Nous sommes le 10 février. Le voyage du président va durer 2 jours. Donc c'est extrêmement bref, mais bien évidemment, il vient entouré de ses ministres, entouré de ses conseillers, de l'ambassade. Il rencontre les plus hautes autorités politiques de l'époque. Et je vois
comme, c'est ça l'hypothèse, et je vois comme une évidence, pour ma part, sans que j'en ai la preuve exacte par des témoignages, comme un effet de cause à conséquence qu'un mois et demi plus tard, c'est-à-dire le 30 mars 1993, c'est-à-dire précisément, quasiment jour pour jour, il y a 30 ans, le fait que l'Opel Furef de l'époque, c'est-à-dire l'AUF d'aujourd'hui, l'Agence universitaire de la francophonie, signait un accord de siège entre le Vietnam d'un côté et l'Opel Furef de l'autre. Ce que je veux dire, c'est que je suis convaincu, même si cela mérite d'être consolidé et vérifié, je suis convaincu que l'un des effets bénéfiques de cette coopération conventionnelle dans les domaines donc les plus variés, de la médecine, de l'école française d'Extrême-Orient, de la Maison du Droit, a eu comme conséquence la possibilité très rapidement après, un mois et demi après, de permettre la signature d'un accord de siège entre notre réseau d'associations et le gouvernement vietnamien. Cet accord de siège, précisément, il a donc été signé, et c'est pour ça que la qualité de traité se pose. Il a été signé par le vice-ministre des Affaires étrangères de l'époque, c'est-à-dire une institution publique de l'État vietnamien incontestable, indiscutable, pas le ministre lui-même, mais le vice-ministre d'un côté, et de l'autre par le président du conseil d'administration de l'époque de l'OPELF-UREF. Et si j'ose dire, quand je relis cet accord de siège de 1993 qui a permis à l'Agence universitaire de la francophonie d'avoir un bureau ici à Hanoï et de déployer concrètement des activités en Asie du Sud-Est, voilà, eh bien, je trouve que cet accord de siège, qui avait une durée de 5 ans renouvelable une année, cet accord de siège n'a pas vieilli du tout. Je serai, pour ma part, là je reprends la casquette de directeur régional, je serai favorable à poser la possibilité de réétudier cet accord de siège avec les autorités vietnamiennes, parce que je crois qu'il est d'une grande actualité sur nombre de ces clauses. Je voudrais vous citer, notamment dans son préambule, l'objectif principal de cet accord du 30 mars 1993 consiste à développer une conscience internationale et un esprit de coopération au service de la pluralité culturelle et du progrès scientifique. Je trouve que cette phrase est extrêmement porteuse, inspirante, et c'est certainement un leitmotiv de l'action que nous menons. Alors l'article 1 pose le fait que nous allons installer un bureau régional. Aujourd'hui, ce bureau s'appelle Direction. C'est bien évidemment tout à fait la même chose. Et ce qu'il est dit, toujours dans cet article 1, c'est que les activités principales du bureau s'inscrivent dans une perspective de consolidation de l'espace culturel, scientifique et technique d'expression française tracée par le sommet des chefs d'État et de gouvernement. En d'autres termes, il est fait mention pour le développement des activités de l'Agence universitaire de la francophonie au fait que, bien évidemment, les activités s'inscrivent dans le mandat donné par les chefs d'État et de gouvernement. Je terminerai sur cet accord de siège en disant la chose suivante. Quelque part, il s'inscrit, cet accord de siège, dans ce que j'ai décrit précédemment, à savoir l'accord bilatéral franco-vietnamien sur l'école française d'Extrême-Orient. C'est plutôt un accord qui vise la dimension organique des activités, c'est-à-dire la mise en place de facilités, de privilèges, de nomination, de protection des personnes travaillant pour le bureau régional de l'Asie. Voilà quelle était mon hypothèse. Je termine en disant que,
tant que juriste de droit international, évidemment, ces traités sont à la fois beaucoup et ils sont peu. Ils sont beaucoup parce qu'ils initialisent une coopération, ils donnent le cadre, mais ce n'est pas bien évidemment le quotidien des activités qui sont menées. Je vous remercie de votre attention.